Vous vous intéressez à l'immobilier, vous avez raison, mais comment évoluent les conditions d'emprunt, les marchés de l'immobilier? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec nos experts. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo, qu'on est très heureux de recevoir pour décrypter l'activité du marché de l'immobilier, mais aussi les conditions d'emprunt, apporter des indicateurs et puis des conseils pratiques. Yann Géano, bonjour. Bonjour Olivier Marin. Président du réseau La Forêt France. Jean-Marc Villon, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur général de Crédit Logement. Alors peut-être en introduction à tous les deux, nous sommes à la mi-novembre. Il y a un contexte un petit peu mouvementé, économique, politique. Dans quel état d'esprit êtes-vous, vous qui logez les Français, que ce soit l'acquisition, la location ou l'emprunt? Yann. Un état d'esprit plutôt positif, parce que le marché a retrouvé ses fondamentaux. On va atterrir en fin d'année vraisemblablement au-dessus de 900 000 transactions en France, ce qui est un dimensionnement normal. Des acquéreurs qui ont desserré le frein à main et qui compartimentent la vie politique d'un côté et les effets d'annonce, en effet, et de l'autre côté, les ratios, les indicateurs qui vont leur permettre de savoir s'ils doivent se lancer dans un projet immobilier. Donc ça va nettement mieux après une année 2023 très difficile. 2024, on avait commencé à voir le marché reprendre des couleurs à l'été, donc ça va mieux. Ça va mieux, ça va nettement mieux, dit Yann. Jean-Marc. Ça va mieux, effectivement, et 25 aurait été plutôt une année correcte. On est vraiment sorti du trou. En même temps, on n'est pas dans une forme d'euphorie comme on a pu la connaître à d'autres moments. D'accord, très bien. Alors on va voir avec vous les différents indicateurs. Tout d'abord, on va démarrer par la forêt. Alors, l'offre, les conditions, les prix, l'évolution des prix, si on devait faire une synthèse. Yann. Si on doit faire une synthèse, les acquéreurs sont revenus massivement sur le marché en 2025, plus 20% d'acquéreurs dans nos bases de données. Oui. Alors ce ne sont pas des intentions d'achat, ce sont des acquéreurs avec des projets qualifiés, des noms, des prénoms, des adresses e-mail, des téléphones, des budgets, des surfaces, donc des Français qui veulent concrétiser. Plus 20%, c'est pas anodin en tout cas. Non, c'est pas anodin. Bon, on était tombé quand même bas en 2023, donc, mais en effet, des Français qui regardent et qui se disent qu'emprunter finalement entre 3 et 3,5, c'est plutôt une norme et une bonne fenêtre de tir, qui voit que les prix immobiliers entre 2023 et 2024, au cumul des deux années, ont reculé de 7 à 8%. Donc, ils ont compris qu'aujourd'hui, les prix ne baisseraient pas, en tout cas dans les mois à venir, que les taux ne devraient pas reculer non plus. On voit l'évolution des prix, là. Voilà, on voit l'évolution des prix. Alors là, on est à fin septembre, plus 1,1 au national. Paris, au mois d'octobre, s'est stabilisé, pas d'évolution sur le mois d'octobre. L'Île-de-France, hors Paris, qui continue de voir ses prix se redresser légèrement, du fait que finalement les transactions se font. En 2024, il y avait très peu de transactions en Île-de-France. Oui. Les propriétaires restaient campés sur leur position. Et puis, toujours une évolution. On voit les Français revenir vers la maison. Ils l'avaient boudé en 2023, 2024, et ils reviennent vers le Graal, pour beaucoup de Français, la maison individuelle. On va voir notamment une carte de France avec l'évolution des prix. Alors évidemment, on est aussi, on le sait, sur des marchés à plusieurs vitesses. Bon, ça donne quand même une tendance. Yann, commentaire ? Commentaire, on voit que la majorité quand même des marchés sont orientés à la stabilité, voire à la hausse. On a quelques marchés qui sont stables ou qui continuent de reculer, mais là encore, on est dans l'épaisseur du trait, 0% à Lille, moins 0,7 à Strasbourg, moins 1,2 à Biarritz. Donc on voit un marché qui se stabilise avec des prix qui ont plutôt tendance à augmenter légèrement, mais là encore, on est dans un bas de cuvette et il semble certain que pour les mois à venir, en tout cas que la baisse des prix est plutôt derrière nous que devant nous. Donc selon vous, il y aura une hausse de prix qui va continuer progressivement? Oui, on est sur un phénomène de tache d'huile, au moins un rééquilibrage des prix. Il ne faut pas s'attendre à des prix d'immobilier qui vont baisser dans les mois qui viennent. Très bien, on va voir les marges de négociation notamment. Où en est-on Alors sur les marges de négociation, on est autour de 4,5%. Dans l'absolu, ça ne veut pas dire grand-chose. Le point de référence, il faut se dire qu'il y a quelques années, on négociait jusqu'à 7,5%. Donc on voit justement que le rapport entre vendeurs et acquéreurs s'équilibre un peu plus, que les acquéreurs prennent toujours leur temps pour acheter leur logement, mais lorsqu'ils voient que les conditions
principales sont réunies, ils négocient un peu moins. Et évidemment, Paris est le marché qui a commencé à retrouver, on va dire, sa normalité il y a maintenant presque 1 an et demi. Donc les négociations sont encore moindres puisque les biens qui arrivent sur le marché sont beaucoup plus en phase avec les capacités d'achat et avec les niveaux de prix. 8 000 € du mètre carré sur l'Est parisien en moyenne, 9 000 € à l'Ouest, et puis 11 500 et plus dans les arrondissements du centre. Un mot, parenthèse, sur l'impact du DPE, notamment sur la valeur des biens. Comment ça se situe ? Qu'est-ce qu'on observe chez Laforêt sur le DPE ? Alors c'est très variable, ça dépend des territoires, en effet des tensions des territoires. La leçon qu'on peut en tirer dans les grandes lignes, c'est qu'un DPE peu favorable, G essentiellement, parfois F, appelle à une baisse des prix, ou en tout cas un recul des prix de 5% à 20% selon la typologie de bien par rapport à un bien qui est bien classé. 5%. Observer d'afflux sur le marché de biens les plus énergivores à un moment donné, comme on a pu l'entendre. Non, les biens FG, c'est 13% aujourd'hui de l'offre de biens que nous avons à la vente. Et cet effet prix, il se ressent beaucoup plus sur les grandes maisons, qui nécessitent, lorsqu'elles ont une mauvaise étiquette énergétique, une grosse rénovation, une pompe à chaleur, des changements de fenêtres, de l'isolation, des combles également. Donc rapidement, on se retrouve au-delà de 50 000 € de travaux, alors que sur un studio, des fois, un simple ballon thermodynamique peut faire gagner une lettre avec quelques travaux. Et ce que paradoxalement on voit un certain nombre de primo-accédants, lorsqu'ils peuvent financer, que ça n'effraie pas les banques, qui justement nous demandent des logements énergivores parce qu'ils savent qu'ils seront plus négociables, qu'ils seront moins chers et qu'ils vont pouvoir les faire rentrer dans leur enveloppe de budget, qu'ils feront les travaux ensuite avec leurs copains, avec leur famille. Au fil de l'eau, ils ont déjà les factures de consommation énergétique. Ils savent où ils mettent les pieds. Très bien. On va poursuivre et reprendre tout à l'heure, mais bien sûr, Jean-Marc Villon, sur les conditions de crédit, la production de prêts immobiliers, où en est-on aujourd'hui ? Ce qu'on voit, c'est qu'on est revenu sur des taux d'intérêt qui se sont stabilisés aux alentours de 3%. Alors, on est loin des 1% qu'on a connus il y a longtemps, mais qui était au fond une anomalie, une heureuse anomalie, mais au fond une anomalie économique. On est monté jusqu'à 4,30 à la fin de l'année 2023, et on en a vu les conséquences sur le marché. Depuis, on a rebaissé de manière assez continue jusqu'au fin du printemps, jusqu'à l'été, on va dire. Ça dépend des réseaux, ça dépend des situations, pour revenir aux alentours de 3, 3,10. Et depuis, on est stabilisé, ça reprend un tout petit peu. En tout cas, l'enseignement qui est clair, c'est que les taux ont connu une baisse significative, qui a redonné de la solvabilité, et que cette baisse, elle est finie, elle est derrière nous. Il ne faut pas attendre de baisse de taux supplémentaires, notamment dans le contexte de financement de l'État, de tout ce qui peut être le contexte de financement des banques. On n'attend pas de baisse de taux supplémentaires. Donc du point de vue des emprunteurs, aujourd'hui, on le voit sur les prix, il y a eu des ajustements, c'est fini, c'est derrière nous, voire même on peut avoir des prix qui commencent à repartir un peu. Sur les taux, il y a eu des ajustements, c'est bien, mais c'est aussi derrière nous. Donc au fond, par rapport à tous ceux qui sont dans des logiques de « j'ai un projet, mais j'attends de meilleures conditions », je pense qu'ils sont tous en train de se rendre compte que c'est plus le moment d'attendre, qu'il faut faire. Et c'est ça qui amène aussi, je dirais, de l'activité sur le marché, avec des banques en face qui ont une vraie volonté de faire du crédit, de capter de la clientèle par le crédit immobilier. Et si on regarde dans le rétroviseur, donc les taux là baissent légèrement, en tout cas par rapport à l'année dernière, on était à 3,31% en moyenne, durée confondue, on est à 3,14%. Et vous nous dites, Jean-Marc, qu'il n'y a pas de raison objective d'attendre une future ou proche baisse de prix. Non, parce qu'ils sont même descendus jusqu'à 3,06. Donc on voit qu'on a commencé à remonter un peu, mais c'est un petit peu l'épaisseur du trait. Et nous, nos prévisions, c'est de revenir vers des niveaux aux alentours de 3,20, 3,25. Mais on voit que ça va être très lent, très graduel. C'est pas complètement neutre, mais ça change pas totalement la physionomie d'un financement. Ceci étant, en tout cas, ce que ça enseigne, c'est qu'il ne faut pas attendre que les taux rebaissent ou passent, par exemple, en dessous de 3%. C'est sans doute très illusoire aujourd'hui dans les conditions économiques que l'on connaît. Donc, même s'il est difficile de se projeter, pour vous, pas d'évolution, une stabilité jusqu'à la fin de l'année ? Stabilité, légère hausse, mais pas plus que ça. Y a-t-il eu un effet prêt à taux zéro ?
pour les primo-accédants sur la distribution de crédit. Oui, ça a joué. Oui. Ça a joué sur les maisons. C'est clairement quelque chose qui a apporté une bouffée d'air. Mais c'est une bouffée d'air, c'est pas non plus une révolution. Je dirais ça a apporté sa contribution. Mais voilà, je dirais que le sujet n'est pas forcément uniquement là dans l'évolution du marché. L'évolution du marché, c'est, je le pense, cette vision qu'ont les Français d'avoir un projet, notamment autour de la résidence principale. Tout le monde est bien conscient de l'importance d'avoir sa résidence principale lorsqu'on arrivera à la retraite. C'est sûrement un peu la pierre angulaire de son patrimoine. Et à partir de là, ceux qui le peuvent, ceux qui en ont les moyens, sont passés de la logique de réflexion, d'attentisme à une logique de « je fais », parce que les taux ne baisseront plus, parce que les prix ne vont plus baisser non plus. Le prêt immobilier qui est toujours un produit d'appel pour les banques, qui ont d'ailleurs la plupart réalisé leurs objectifs, donc aussi le positionnement, et pour bien comprendre par rapport à l'emprunt d'État, l'OAT sur 10 ans qui est à 3,45%, qui est plus élevé que le particulier. Pourquoi ? Comment l'expliquer ? Oui, c'est vrai que ça peut paraître toujours un peu mystérieux. La réalité, c'est que les banques ne se financent pas qu'à partir des marchés financiers. Alors, elles ont une partie qui est financée de leur crédit immobilier à partir des marchés financiers, effectivement, via ce qu'on appelle des covered bonds, qui ont des taux proches des emprunts d'État, mais une autre partie, et sans doute la partie la plus significative, se fait sur l'ensemble de leur pool de ressources, et notamment les dépôts à vue, les livrets d'épargne, et ils jouent leur rôle de transformation financière entre des ressources courtes apportées par les emprunteurs, qu'ils reprêtent à l'économie et aux emprunteurs particuliers, mais c'est vrai pour les entreprises aussi, sur du plus long terme. Donc ça, c'est, je dirais, la logique économique d'une banque, c'est de jouer ce rôle de transformation. Donc l'OAT joue un rôle dans la formation des prix sur le crédit immobilier, indicateurs, mais voilà. C'est un des éléments, mais c'est pas le seul élément. L'autre élément qui joue beaucoup, c'est la concurrence. On le voit bien aujourd'hui, il y a des banques qui sont sorties du marché en 2023 pour des questions de rentabilité financière, notamment à l'époque où la question du taux d'usure qui ne remontait pas assez vite par rapport à ce qu'auraient voulu les banques pour atteindre leurs objectifs de rentabilité financière, certaines banques sont sorties un peu volontairement du marché. Elles l'ont fait de manière délibérée. En même temps, elles ont vu les conséquences que ça avait sur leur développement commercial. Et maintenant que la question du taux d'usure est derrière nous, elles ont repris d'autant plus ardemment leur volonté de développement sur le crédit immobilier, d'accompagnement pour reconquérir de nouveaux clients. Donc on va dire que la quasi-totalité des banques sont à la manœuvre dans une logique très concurrentielle pour capter des clients. Et juste un mot sur l'indicateur de solvabilité. Alors, où en est-on ? La solvabilité, elle est correcte. Elle est correcte. Elle s'est largement améliorée dans les derniers temps, puisqu'on a eu cette baisse des taux qui a accompagné. Les conditions de crédit ont été plutôt plus favorables. Les revenus des emprunteurs se sont plutôt bien comportés. Par contre, dans la toute dernière période, si on regarde vraiment sur les tout derniers mois, on voit un effet de la hausse des prix qui peut exister à certains endroits, qui fait que cette solvabilité est un tout petit peu moins bonne qu'elle était il y a encore quelques mois. Mais elle reste tout à fait correcte et elle permet aux banques d'être présentes. La confiance, on parlait de solvabilité, en tout cas la confiance c'est vital, c'est essentiel pour l'immobilier, pour mener à bien un projet. C'est déterminant. On mène un projet. Alors, projet immobilier, il y a deux types de projets immobiliers. Ouais. Il y a les projets de nécessité. Oui, mais plutôt aux nécessités liées à des événements de la vie. Oui. Un couple qui se sépare, une succession, une mutation, perdre son emploi. Donc ça, c'est quand même un fonds très important des transactions immobilières. C'est 80%. Des transactions immobilières, ce sont des transactions de nécessité. Ouais. Et puis à côté, on a les transactions de confort, 20%. Et là, en effet, le driver, le moteur, c'est la confiance. Est-ce que je pense que mon entreprise va me donner des perspectives de développement dans l'entreprise ? Est-ce que j'ai confiance en l'avenir de mon pays ? Est-ce que j'ai confiance au projet politique qui est mené dans mon pays pour vendre mon 2 pièces, passer sur un 3 pièces, acheter une maison avec un garage pour 2 voitures alors que j'ai un garage pour une seule voiture ? C'est un élément déterminant. Et là, je reviens sur ce que j'évoquais en introduction. Les Français ont vraiment compartimenté. Ils ont beaucoup moins confiance en la politique, mais ils ont plus confiance en ce qui est sonnant et trébuchant, ce qu'ils maîtrisent, des taux d'intérêt, des prix de l'immobilier. Et c'est à partir de ça qu'ils lisent et qu'ils construisent leur projet aujourd'hui. Quelque part, heureusement, Jean-Marc. Heureusement.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a une époque où on voyait un lien plus fort entre, je dirais, ce qui se passait du point de vue politique et justement mais ça joue la un peu pour les investisseurs, un petit peu quand même, pour les investisseurs qui attendent. Alors pour les investisseurs, ça, je pense, c'est effectivement un sujet plus prégnant, notamment pour des questions d'instabilité fiscale, pour des questions... Là, ça joue beaucoup plus. Ça joue beaucoup plus. Par contre, pour les ménages, dans leur volonté d'aller vers la résidence principale, je dirais, ils ont un peu mis de côté le sujet politique. D'ailleurs, on voit bien, depuis un an, l'incertitude, elle est là, elle ne fait que grandir, elle ne diminue pas, et en même temps, le marché est plutôt dynamique aujourd'hui. C'est pas l'euphorie, mais c'est quand même plutôt dynamique. Donc on voit bien qu'ils ont mis ça de côté. L'investisseur, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour fluidifier l'activité, que ce soit en matière de politique du logement ou autre, Yann, pour fluidifier l'activité? Mais là, on vient de parler du marché. Donc le marché immobilier va mieux. 900 à 950 000 transactions en France, c'est un dimensionnement normal. On retrouve une harmonie des prix, on retrouve une hiérarchie des prix, on emprunte à des taux qui sont tout à fait raisonnables, mais le marché est porté par les secondo-accédants, ceux qui sont déjà propriétaires, qui ne passent pas ou peu par la case financement. Et on a deux catégories qui sont à l'arrêt. Les investisseurs, on vient de les évoquer. Alors là, ponctuellement, parce que tous les jours, c'est le concours Lépine de la nouvelle mesure fiscale pour essayer de paralyser encore plus le marché du logement. Donc les investisseurs ont tiré le frein à main. On n'a plus du tout, depuis le début des débats. Dans l'ancien et évidemment dans le neuf. Alors moi, je parle pour l'ancien, mais dans le neuf, évidemment, depuis longtemps, et c'est pas mieux non plus. Donc ces investisseurs, ils ont besoin de lisibilité. On parle beaucoup du statut du bailleur privé qui graverait dans le marbre une fiscalité pour l'investisseur. C'est un premier étage de la fusée qui est absolument incontournable. Donc pour vous, ça c'est indispensable. C'est indispensable, mais c'est pas une solution magique, parce que l'investisseur, il est aussi derrière touché par une fiscalité locale. Et nous, les investisseurs, nous demandent tous les jours, Monsieur l'agent immobilier Laforêt, est-ce que vous pouvez me garantir que les loyers ne sont pas encadrés sur ma commune ? Est-ce que vous pouvez me garantir que la taxe foncière ne va pas faire plus 30% en 5 ans ? Et ça impacte beaucoup le reste à charge. Et la deuxième catégorie à soigner, ce sont les primo-accédants. Le PTZ fonctionne globalement, mais ce n'est pas miracle. Dans l'ancien, il fonctionne pas si bien que ça. Il y a un zoning, il est réservé à certaines zones, il faut le dire. Travaux avec 25% de quotité de travaux sur la totalité de l'opération, c'est totalement dissuasif. Donc je crois qu'on devrait refondre aussi le PTZ et revoir cette quotité de travaux, l'ouvrir sous condition de revenus à tout le territoire français. Jean-Marc ? Oui, la difficulté, c'est que toutes ces mesures, à un moment, ça mobilise le budget de l'État. Ça coûte de l'argent, y compris par exemple le statut du bailleur privé. Je veux dire, c'est de l'amortissement, c'est du décalage. Donc oui, il faut absolument qu'on aille vers ce genre de choses, mais en même temps, ça coûte de l'argent et je dirais aujourd'hui, il n'y en a pas. Et en plus de ça, ça va s'adresser à des catégories de population qui ne sont pas celles qui sont le moins dans le viseur aujourd'hui du concours Lépine fiscal. Pour vous, il n'en faudrait pas alors. Il ne faudrait pas mettre en place un statut fiscal du bailleur privé. Non, mais je pense qu'il en faut un. Je pense qu'il en faut un, mais je pense qu'on peut pas se le payer en France aujourd'hui. Donc vous êtes plutôt pessimiste. Ah oui, je suis plutôt pessimiste sur la capacité à le mettre en œuvre. Parce que ça coûterait de l'argent quelque part aux finances de l'État. On amortit, donc forcément ça coûte de l'argent aux finances de l'État qui n'en a déjà pas. Et en plus, imaginez mettre en place des mesures qui facilitent le bailleur privé. Je suis pas sûr que dans le populisme ambiant dans lequel on se situe dans les mesures aujourd'hui, regardez quand on parle de fortune improductive ou de choses comme ça. Changer de regard aussi sur l'investisseur qui n'est pas forcément un anti. Oui, mais ça ne va pas se faire en 2 jours. Ça ne va pas se faire en 2 jours et pourtant il faudrait le faire. Aujourd'hui, on a une vraie difficulté sur l'immobilier locatif. On parle de difficultés dans l'ancien, dans le neuf, c'est bien plus compliqué encore, mais sur l'immobilier locatif, il y a des tensions qui sont extrêmement problématiques et qui supposeraient que les bailleurs privés reviennent. Aujourd'hui, ils ont fui, ils ont déserté parce qu'ils ont été pointés du doigt comme au fond de villes usuriers qui profitent d'une situation et qui sont à la base propriétaires d'une forme de fortune improductive. Yann. Ils ont été plus que pointés du doigt. Il y a eu en effet ce discours, mais derrière, il y a des effets concrets, l'encadrement des loyers, la taxe foncière, la loi climat et résilience. Moi, je vous rejoins. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens parce qu'on n'a pas placer la politique du logement au centre
de la politique française. Et pourtant, le logement, c'est l'accès à l'emploi, c'est l'accès à l'éducation, c'est la vie des communes, c'est l'aménagement du territoire. Et évidemment, si on ne le fait pas, les 3 voies aujourd'hui d'accès au logement que sont le logement social, parce que l'État devrait pouvoir aider les Français à accéder au logement via le logement social. Il est absolument incapable de le faire. Cette voie est bouchée. La primo-accession, on l'a vu, est extrêmement compliquée si on n'est pas aidé familialement non plus. Et puis la 3e voie, qui était à peu près ouverte pour tout le monde, qui était accéder au parc locatif privé, cette fois-ci est aussi bouchée. Donc il y a un moment, il va falloir bien comprendre quand même que le logement, il va falloir s'y attaquer. Le logement, c'est de la TVA, le logement, c'est de l'emploi, le logement, c'est de la rénovation, le logement, c'est de la vente de meubles, le logement, c'est de la création de valeur dans notre pays. Et si on ne le positionne pas, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, en tout cas, et c'est là que je peux rejoindre en tout cas une partie de votre pessimisme. Si on ne le positionne pas au centre du projet national, ça ne va pas s'améliorer. Quels sont maintenant vos conseils pratiques, vos bons conseils quand on souhaite vendre, acheter un bien immobilier, emprunter? Des conseils malins. Alors, Jean-Marc. Pour emprunter, déjà, il faut prendre le temps d'analyser sa capacité d'emprunt, c'est ce qu'on pourra obtenir. Donc, il y a des tas de simulateurs en ligne pour regarder ça. Alors, anticiper en amont. Anticiper, aller voir son banquier, avoir une idée un peu précise de ce qu'on pourra obtenir comme financement. Ça ne veut pas dire qu'on aura un accord de la banque avant qu'il y ait un véritable projet, qu'il y ait même un compromis qui soit sur la table, mais je dirais d'avoir une vision un peu réaliste de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible et de ce qu'on peut anticiper aussi en amont. C'est des choses toutes simples, mais auxquelles les gens ne pensent pas forcément spontanément. Si j'ai encore des crédits consommation qui vont se terminer dans pas si longtemps que ça et qui me mangent une partie de ma capacité, de ma solvabilité pour emprunter, il faut peut-être voir comment sortir de ces opérations pour arriver avec un dossier qui se présente mieux. Et ça suppose un peu d'anticipation, un peu de réflexion. Et moi, j'incite beaucoup à ce qu'on se pose ces questions en amont d'aller se précipiter dans une agence La Forêt pour trouver le bien qui va bien. Alors après, les agents immobiliers vont savoir guider, orienter, accompagner sur ces sujets-là, mais je pense qu'il faut réfléchir et se faire accompagner peut-être pour réfléchir à ça par des banques, par des courtiers, par des amis, par des professionnels. Mettre en concurrence les banques, chacune a aussi ses barèmes, ses taux. Oui, et puis les banques peuvent avoir, effectivement, il y a une logique concurrentielle assez forte entre les banques, et puis les banques peuvent avoir, suivant leur politique commerciale, des envies d'aller plus vers tel type de clientèle, plus vers tel type de financement. Et ça évolue au fil du temps, donc il faut regarder ça aussi d'assez près. Donc anticiper, prendre le temps de réfléchir à son projet, y compris sur la partie financière. Y a-t-il beaucoup de prêts bonifiés en ce moment dans certaines banques pour justement aider au financement de biens classés F ou G, pour accompagner justement? Oui, ça c'est quelque chose que les banques ont commencé à regarder d'assez près, c'est d'apporter de la bonification de taux sur des cotes. Du F et G, notamment quand il y a une partie complémentaire de travaux et un crédit qui est lié à ça. Et nous-mêmes, en tant que caution, on apporte aussi une contribution en ayant des tarifications avec les banques qui le souhaitent, qui soient favorables sur ces opérations-là, dès lors qu'elles sont accompagnées de travaux. Donc c'est une façon d'inciter. Très bien. Yann, les conseils quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier actuellement? Mais déjà, ça fait du bien d'entendre cette notion de bonus et de bonifier. C'est pas très à la mode. Mais on voit en tout cas que toute la chaîne travaille ensemble. Alors nous, évidemment, on fait cette découverte financière et on envoie à nos clients, avant qu'ils viennent chez nous, vérifier leur enveloppe financière auprès de leurs banquiers, auprès des courtiers avec lesquels on travaille. C'est la première étape. Vous avez parlé tout à l'heure de réalisme et je reprends ce terme-là. Ensuite, il faut aussi être réaliste sur son projet immobilier. Ouais. La liste avec 70 critères, une double exposition est-ouest, des WC séparés avec une fenêtre dans les WC, une cuisine dans laquelle on peut déjeuner. Il y en a toujours qui vous demandent ça? Oui, au début de recherche. Il faut être assez pragmatique, il faut resserrer. Je cherche un logement avec une chambre, avec 2 chambres, dans tel territoire, dans telle zone, je suis prêt à faire des travaux, je ne suis pas prêt à faire des travaux, mon enveloppe financière est la suivante, et je commence avec un cahier des charges allégé. Je vais regarder la copropriété, ce que va me coûter la copropriété aussi en fonctionnement, la fiscalité locale aussi. Il faut être réaliste, empreint de réalisme, et vous l'avez dit tout à l'heure et on l'a dit au cours de cette émission, celles et ceux qui achètent aujourd'hui sont réalistes, sont pragmatiques. Celles et ceux qui n'achètent pas aujourd'hui continuent
de vivre dans une utopie avec une baisse des prix, avec une baisse des taux, en se disant dans 1 an, dans 2 ans, on verra, ce sera mieux, on va gagner 10 mètres carrés, une chambre, et eux, ils n'achètent pas. Et déjà aussi bien s'entendre parfois entre les couples, déjà sur que ce soit 2 hommes, 2 femmes ou un homme et une femme, ça vous le voyez souvent, des disputes sur le... Oui, alors il y a toujours évidemment des approches différentes entre les centres d'intérêt de préoccupation, mais ça aussi, il faut le travailler avant et être capable de savoir où est-ce qu'on est prêt à trouver un territoire de concession sur un projet immobilier. Ça va assez vite, un projet immobilier, un projet d'acquisition dans l'existant. En tout cas, le stock, il est là, il est présent. Quand il arrive, il est immédiatement sur le marché, avec un cahier des charges réfléchi, raisonné, raisonnable. On passe très rapidement du rêve à l'action. Donc tout ça, il faut le régler avant. Jean-Marc, un mot sur l'apport personnel. Où en est-on aujourd'hui? À peu près 10%, 15%, ça dépend là aussi des banques pour alléger les mensualités. Hein. Oui, mais on peut aussi avoir 0% d'apport personnel. Ça existe. Alors, moins qu'avant, parce que les règles du Haut Comité de stabilité financière imposent certaines normes minimales, mais il est possible d'avoir un financement à 100% dès lors qu'on a certains critères qui vont assurer une solvabilité suffisante. Les banques ont des marges de manœuvre autour de ça. Mais il est évident que si on arrive avec de l'apport, ça va faciliter, je dirais, l'obtention du dossier. Pas juste parce que ça limite le financement, mais parce que ça montre aussi une capacité à épargner, une capacité à se projeter, une capacité à avoir réfléchi son ambition et l'avoir préparée, ce que j'évoquais déjà tout à l'heure. Donc bien sûr, moi je pense que là-dessus, ce qui pourrait peut-être être réfléchi au niveau des autorités, c'est que les critères qui ont été mis en place par le HCSF au moment où le marché était dans une euphorie peut-être un peu exubérante et qui peut-être était nécessaire pour calmer un peu le jeu et éviter qu'on ait trop de débordements, ce qui aurait pu conduire à des difficultés par la suite sur le plan d'une crise immobilière, par exemple. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même situation. Donc desserrer les contrats. Or, les règles sont les mêmes. Donc, au moins les réexaminer et peut-être les adapter. Voilà. Sans aller jusqu'à les desserrer, sans aller jusqu'à, en tout cas, les supprimer, mais en tout cas les réexaminer, les adapter à la réalité de la situation. Parce que ce que je trouve gênant, c'est que ce sont les mêmes alors que la situation n'est plus la même. Très bien. Un mot, tiens, on n'en a pas parlé de l'IA et l'immobilier, dans l'immobilier, Yann. L'IA, ça semble nouveau pour beaucoup. C'est très à la mode depuis quelques mois. En réalité, ça fait des années que c'est déjà onboardé en partie. Un chatbot, c'était déjà de l'IA. La rédaction automatique des annonces par de l'IA, nous, on l'a utilisé à partir de 2017. C'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive sur du génératif qui permettent de qualifier les projets des clients, qui permettent de gérer une partie du suivi des clients et qui permet surtout d'automatiser des tâches extrêmement chronophages sans aucune valeur ajoutée. Et ça, c'est un super bon point parce que ça permet à nos collaboratrices et à nos collaborateurs de se concentrer sur ce qui fait la valeur de leur métier, c'est l'accompagnement humain à un moment où on a besoin de confiance et où on a besoin de certitude. Et d'émotion. Merci à tous les deux. Merci pour vos éclairages. Merci Olivier. Yann Géano, merci beaucoup. Jean-Marc Villon, merci infiniment. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.